Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette troisième rencontre du cycle de conférences qui se tient en lien avec l'exposition Quoi de neuf Pussy Hats, présentée au musée historique jusqu'au 27 juin de cette année. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème médecine et genre, comprendre et considérer les différences. Car la santé, et donc la maladie, est bien aussi une question, une affaire de genre. Qu'il s'agisse de la relation thérapeutique, soit de la manière dont les médecins interprètent les patients, les patientes selon leur sexe, qu'il s'agisse de la perception de leur vécu corporel, de leur expérience de santé par les patients et les patientes, perception influencée par le filtre du genre, ou qu'il s'agisse encore des champs d'études et d'exploration de la médecine et de la pharmacologie. Pour nous parler de ce sujet fort complexe et foisonnant, nous accueillons ce soir en tandem Carole Claire et Joël Schwartz. Toutes deux sont responsables de l'unité médecine et genre d'Unisanté. Pour information, Unisanté est le centre universitaire de médecine générale et santé publique de Lausanne. Carole Claire est médecin. Elle est médecin adjointe à Unisanté et en même temps professeure associée à la faculté de biologie et de médecine. Dans ce cadre, elle est en charge de la recherche clinique en médecine communautaire, avec une orientation sur les différences dans la prise en charge clinique induite par le genre des patients et des patientes. Joël Schwartz, elle, est sociologue et épidémiologiste. Elle est responsable de la recherche à Unisanté et également chargée de cours à l'Institut des humanités en médecine. Je vais encore vous dire 2-3 mots sur le déroulement de cette conférence. Donc la durée prévue est de 40 à 45 minutes. Pendant toute la durée de la conférence, vous pouvez envoyer vos questions sur le chat et nous prendrons le temps pour la discussion pendant environ 15 ou 20 minutes. Je passe maintenant la parole à Carole Claire. Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là. Je remercie aussi infiniment les organisatrices et l'organisateur de cette exposition et de ce cycle de conférences de nous avoir invités. Donc ce soir, on va parler de médecine et de genre et un petit peu de sexe aussi. Et on va faire cette présentation en duo donc, avec ma collègue Joël Schwartz. Comme on est au musée historique, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fasse un petit détour par l'histoire pour comprendre finalement comment la médecine dite traditionnelle qu'on pratique aujourd'hui s'est construite et finalement d'où on vient. Donc on va commencer par cette introduction historique. Et pour ça, on s'est dit aussi qu'on allait venir avec des tableaux. Donc je commencerai avec ce premier tableau. Donc vous voyez ici la leçon d'anatomie du docteur Tulpe qui a été peint par Rembrandt en 1632. Et en fait, vous m'entendez? Ça a l'air d'aller. C'est très intéressant de parler derrière un tableau de Rembrandt. Donc cette peinture de Rembrandt montre finalement, illustre de façon assez parfaite comment la médecine était pratiquée à ce moment-là, c'est-à-dire par des hommes, pour des hommes, donc le sujet est un homme et les médecins qui sont autour, les professeurs, les enseignants, sont des hommes. Donc on comprend bien que cette médecine à ce moment-là est androcentrée et que la norme est ce qui est considéré comme normal est le masculin. Donc c'est cette norme par rapport à laquelle on va construire la médecine. Donc par rapport à ça, les femmes, elles, sont naturellement différentes. Elles sont donc sexuées par rapport à l'homme qui finalement, lui, est de nouveau la référence. Elles sont aussi inférieures, soit pathologiques. Donc tout ce qui dévie de la norme masculine est considéré comme pathologique. Et on comprend, on va revenir après avec des exemples concrets issus de la médecine et de pathologie actuelle, mais on comprend en fait que l'héritage est encore là. Et que pendant longtemps, les études, notamment les essais cliniques qui ont été effectués pour développer des médicaments, des nouveaux médicaments, ont été de nouveau développés sur cette norme masculine et que c'est problématique puisque on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans d'autres groupes, notamment les femmes qui sont quand même l'autre 50% de la population qu'on soigne.
La deuxième image que je voulais vous montrer, c'est les ouvrages. Donc on saute un petit peu dans l'histoire. Là, on se retrouve à la fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, je ne suis pas historienne, mais c'était aussi pour vous montrer que finalement, à partir de la fin du 19e, enfin, on a tout un moment où on commence à s'intéresser quand même un peu aux femmes, à l'anatomie des femmes, à la physiologie également, mais d'une façon très comparative. Et ici, je vous montre l'ouvrage du docteur Möbius, qui s'est intéressé justement à comparer les anatomies masculines et féminines, et notamment à légitimer l'infériorité des femmes par rapport à des différences anatomiques. Donc on voit aussi ce discours ici essentialiste ou naturalisant, qui sur la base de constatations anatomiques, par exemple la taille du cerveau qui est plus petite chez les femmes, va conclure à une différence qui justifie un traitement différent ou une absence de discernement. Donc vous voyez le titre, hein, Über den physiologischen Schwachsinn des Weibes, de la débilité physiologique des femmes, donc un ouvrage qui a été diffusé, lu et scientifiquement reconnu. Et puis on retrouve aussi, et là si vous venez voir l'exposition qu'on a eu la chance de visiter là tout à l'heure, vous verrez aussi des exemples très, très éloquents, notamment le docteur Julien-Joseph Biret, qui lui a fait un dictionnaire visuel des sciences et a aussi construit toute une théorie sur l'infériorité naturelle des femmes. Ici, je vous cite un passage, hein, tout individu femelle est uniquement créé pour la propagation. Ses organes sexuels sont la racine et la base de toute sa structure. Mulier propter uterum condita est, la femme est conditionnée autour de son utérus. Tout émane de ce foyer de l'organisation, tout y conspire dans elle. Le principe de sa vie qui réside dans ses organes utérins influe sur tout le reste de son économie vivante. Donc c'est des choses qui semblent anciennes, mais finalement qui ont influencé jusqu'au suffrage féminin, puisqu'on le rappelle, ça fait 50 ans qu'on a le droit de vote des femmes, donc la non-légitimité des femmes pour voter a été notamment construite sur la base de ces constatations médicales. Et justement, on n'est pas d'accord. Et heureusement, il y a eu les mouvements féministes qui sont venus un peu bousculer cette science construite. Et si la première vague du féminisme, qui était donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, s'est plutôt occupée des droits politiques, des droits au travail, à la formation et au suffrage, même si ce n'était pas encore tout à fait réussi en Suisse, il n'y a pas eu une remise en cause de cette nature de la femme, nature hystérique et faible. Elles avaient suffisamment d'autres choses à faire. Par contre, c'est dans la deuxième vague du féminisme, à la fin des années 60, début des années 70, que vraiment le discours féministe est venu en contradiction avec cette construction du savoir médical, notamment en remettant en cause la condition féminine qui serait d'être fragile, hystérique, naturellement fragile et hystérique, en montrant que cette condition féminine est une construction sociale, et que si c'est une construction sociale, ça veut dire qu'on peut la déconstruire et la reconstruire peut-être un peu différemment avec d'autres interprétations. Et de là, c'est aussi à partir de ce moment-là qu'on passe d'une définition de la femme comme une catégorie unique à une catégorie des femmes, un groupe hétérogène. C'est aussi à partir de là que dans le mouvement, on parle d'une autodétermination, c'est mon corps, ma vie, mes choix. Et ce fameux slogan qu'on peut aussi lire ici dans l'exposition de le privé est politique. Tout ce qu'on a, la femme qu'on a relayée au domaine du privé, en fait, est politique et on veut le politiser, on veut le rendre politique. Et puis, peut-être un ouvrage que moi j'ai choisi qui illustre ce mouvement-là, c'est celui-ci, donc de Our Lives, Our Bodies, Our Lives, qui est ce mouvement qui est parti des États-Unis et dans les pays anglo-saxons, de Women's Health Movement, qui était donc, ça c'est un petit ouvrage qui était distribué à 35 cents dans sa version de livret aux États-Unis, et qui était un ouvrage dans lequel c'était un ouvrage qui était fait par des femmes pour des femmes, où la volonté était de transmettre le savoir, de démocratiser le savoir médical, notamment tout le savoir autour de la santé reproductive et de la santé sexuelle. Mais en allant plus loin, ce mouvement de santé des femmes, le Women's Health Movement, vraiment essaie de sortir de ce rapport de dépendance face aux médecins, de faire reconnaître l'expérience des femmes dans la santé, dans le système de santé,
de démocratiser le savoir médical et passer par une démédicalisation de la reproduction. Donc on a vraiment ce mouvement-là qui remet en question le savoir médical tel qu'il a été construit jusque-là, en mettant de côté les femmes ou en les considérant comme naturellement inférieures, et avec une critique sur les pratiques médicales, notamment des pratiques médicales avec des biais de genre et des stéréotypes qui marquent beaucoup le parcours des femmes dans les systèmes de soins. Et puis, en parallèle, dans les années 70-80, se développent les études de genre en sciences sociales, où là, on s'intéresse à cette notion de genre pour comprendre et déconstruire l'organisation de la société, à savoir que les rôles et les normes attribuées aux femmes et aux hommes sont différentes. On connaît la division sexuelle du travail, dans l'organisation du travail domestique, on a des rôles qui sont attribués. Ces rôles varient selon les contextes et dans le temps, mais ces rôles existent. Et donc, cette notion de genre pour comprendre l'organisation de la société, de nouveau pour la déconstruire, en tout cas conceptuellement, jusque dans la médecine, et de lutter contre un discours, justement ce discours de nature inférieure des femmes. Et puis un livre que je vous présente, c'est celui de Joanne Scott, qui est une historienne américaine, qui a sorti ce livre en 1988, Gender and the Politics of History, et dans lequel, en fait, elle explique qu'on n'a pas vraiment besoin d'une histoire des femmes séparée, mais elle pose le concept qu'on a besoin de comprendre les rapports de genre, à savoir que le féminin n'existe qu'en miroir ou en symétrie au masculin, et que ce sont des rapports de pouvoir qui expliquent cette organisation de la société, et donc on n'a pas besoin d'une histoire des femmes, on a besoin d'une histoire du genre, et de comprendre ces rapports de genre. Et ça s'applique assez bien en fait à la santé, où on voit aussi, à partir des années 80-90, où on sort de ce mouvement de santé des femmes et qu'on va vers une discipline de médecine et genre, où vraiment on essaie de comprendre comment est-ce que l'organisation genrée de la société peut moduler la santé des hommes et des femmes de façon différente. Et puis tout ça s'inscrit dans un contexte un peu plus large des années 80, où se développe le concept de déterminants sociaux de la santé, où on essaie de comprendre, au-delà de la biologie des individus, quels sont les facteurs dans lesquels les individus vivent dans leur environnement social, environnement naturel, qui a une influence sur les corps, qui a une influence sur la maladie. Et donc c'est dans ce cadre aussi des déterminants sociaux de la santé que le genre s'intègre dans le domaine de la médecine. Et puis, tout ceci avance, la discipline médecine et genre se met en place gentiment. Et puis maintenant, on va voir comment, en cas de crise, comme la crise qu'on vit actuellement, certains des acquis peuvent être un peu remis en question, où on voit comment est-ce que des inégalités de genre sont encore très présentes dans le système de santé, ou dans justement ces modulations de la société vers la santé des femmes et des hommes. Donc je redonne la parole à Carole. Voilà, alors pour la suite de la présentation, on a prévu quand même un support PowerPoint. On s'est dit, allez, l'histoire peut-être moderne. Voilà, donc il est en train de se mettre... Voilà, je crois que vous devriez le voir. Voilà, donc on a de nouveau en deux temps, on va essayer d'illustrer un peu ce qui se passe par rapport à ces questions de genre, de sexe en médecine, avec l'exemple de la pandémie à SARS-CoV-2, donc du Covid. Bon, je vais aller trop vite. Voilà, donc avec l'exemple de la pandémie actuelle. Ici, je vous montre un graphique qui est issu en fait d'un site Global Health 5050 que je vous encourage vraiment à aller consulter, qui est sauf erreur une équipe de chercheuses d'Oxford qui a monté ce site en fait pour, vous voyez, traquer les données désagrégées par sexe. En fait, le premier constat, c'est on voit qu'il y a des différences, on va les regarder ensemble plus en détail tout de suite,
Mais en fait, ces différences, c'est assez trivial, on ne pourrait pas les observer si on ne s'y intéresse pas. Et en fait, au tout début de la pandémie, ce qu'on a vu, c'est qu'on avait des données qui étaient stratifiées plutôt par âge, parce qu'on a clairement assez rapidement vu que la mortalité touchait davantage les personnes plus âgées, mais on n'a pas tout de suite eu des données désagrégées par sexe. Pour la petite histoire, il y avait un site, une équipe bernoise qui a un site extrêmement bien fait, on pouvait voir quasiment en temps réel l'augmentation des nombres de cas, et là, on n'avait pas ces données désagrégées par sexe, et ils l'ont fait dans un deuxième temps, et on voit que c'est important parce que des différences, il y en a. Alors vous voyez ici, ça c'est des données globales, donc agrégées parmi tous les pays. Vous voyez en fait qu'il y a davantage de tests qui sont faits chez les femmes, 56% versus 44%. Les cas confirmés, là c'est uniquement les cas confirmés par test, on est à peu près à équivalence entre les hommes et les femmes. Par contre, quand on va regarder les hospitalisations en soins intensifs, vous voyez particulièrement plus d'hommes, près de 70% d'hommes pour 30% de femmes. Et les décès, ça c'est quelque chose qui est aussi maintenant connu, on a davantage d'hommes qui décèdent d'une infection par la Covid que de femmes. Là, je vous montre les données suisses. Donc, on retrouve cette même surmortalité chez les hommes. Vous voyez une mortalité de 1,52% chez les hommes, alors qu'elle est de 1,12% chez les femmes. En d'autres termes, en fait, pour chaque 10 décès parmi les cas confirmés chez les femmes, on retrouve 14 décès chez les hommes. Ça, c'est les données suisses. Et on retrouve aussi, alors cette fois-ci, on a une petite différence par rapport aux données que je vous montrais tout à l'heure, puisqu'on a davantage de cas confirmés chez les femmes en Suisse. Un petit peu plus, hein, c'est pas énorme, mais quand même un peu plus. Par contre, de nouveau, hein, les hospitalisations, là on n'a pas les données pour les soins intensifs, mais on a eu accès aux données des soins intensifs du CHUV à Lausanne, où on retrouve vraiment cette surreprésentation d'hommes hospitalisés aux soins intensifs et de nouveau de décès. Comment est-ce qu'on s'explique, pardon, je suis désolée, je ne sais pas s'il y a un autre moyen d'avancer qu'avec le site. Ça sera mieux. Comment est-ce qu'on s'explique ces différences? Est-ce que c'est lié à des comportements en santé différents? Est-ce que c'est lié à une biologie différente? On va voir ici, alors c'est complexe, l'idée c'est vraiment pas de vous faire une leçon d'immunologie ou d'infectiologie, mais c'est juste pour vous montrer que oui, des différences biologiques, il y en a, on en constate. Là, de façon très rapide et de nouveau sans entrer dans les détails, ce qu'on a vu en fait, c'est que l'entrée du virus, hein, vous voyez tout à gauche, elle est facilitée chez les hommes, notamment du fait d'une représentation plus importante de certains récepteurs qui vont faire rentrer le virus dans la cellule. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est quelque chose qu'on avait déjà observé dans les précédentes pandémies, notamment le SARS-CoV-1 ou le MERS, donc le virus du Moyen-Orient. Donc on retrouve cette même tendance à une surmortalité, notamment du fait d'une sensibilité ou d'une susceptibilité plus importante à l'infection. On voit aussi qu'une fois que le virus est entré dans la cellule, il y a les réponses immunitaires qui vont se développer. Et là, on sait, et ça a été aussi montré pour d'autres maladies, d'autres situations, que les femmes ont une réponse immunitaire plus efficace. Alors de nouveau, sans trop entrer dans les détails, mais elles vont développer davantage d'anticorps. On l'a vu aussi, par exemple, pour le vaccin contre la grippe. Les femmes développent plus d'anticorps, donc avec des plus petites doses de vaccination, elles sont aussi bien protégées que les hommes. Corollaire de ça, elles font aussi davantage d'effets secondaires par rapport aux vaccinations. Donc là, on voit qu'il y a ces différences qui sont là, qui sont biologiques et qui expliquent peut-être, en partie en tout cas, pourquoi les femmes sont plus protégées ou meurent moins en tout cas à cause du virus. Au passage, cette meilleure efficacité du système immunitaire, elle est positive dans le cas d'une infection, mais elle peut aussi se retourner contre les femmes. Et là, on sait que, par exemple, les maladies auto-immunes sont clairement plus prévalentes chez les femmes puisqu'elles touchent dans 80% des cas des femmes. D'autres différences qu'on constate en santé, c'est les différences de certaines maladies chroniques. Vous voyez ici, ça c'est de nouveau des données suisses qui sont tirées de l'Office fédéral des statistiques, des données de 2017. Vous voyez qu'en fait, les hommes ont davantage de diabète, la prévalence du diabète est plus importante chez eux, davantage de cancer, d'hypertension, taux de cholestérol élevé et obésité. Et ça, on
particulier l'obésité, le diabète, que ce sont des facteurs de risque de mauvais pronostic ou de complications par rapport à une infection à Covid. Donc là aussi, cette surmortalité peut s'expliquer par cette plus importante prévalence de maladies chroniques. Et puis là, on est en partie dans le biologique, dans le sexe, mais c'est aussi lié au comportement en santé, notamment par exemple par rapport à certains cancers, la consommation de tabac qui peut expliquer aussi une surreprésentation de cancer chez les hommes. Donc là, de nouveau, on voit aussi que le genre pointe, puisque le tabac, c'est une consommation, c'est un comportement qui est fortement influencé par les normes sociales, avec des hommes qui ont commencé de fumer dans les années 30 et les femmes qui les ont rattrapés, et maintenant qui les rattrapent presque complètement, mais les conséquences sont plus tardives. On continue avec ces différences. Pardon, je suis allée trop vite et je ne sais pas si je vais pouvoir reculer. Mais c'est pas grave, on va y aller comme ça. Pardon? Ah, je peux merci Joël. Peut-être juste encore ça, c'était pour vous montrer qu'en fait, les femmes ont été particulièrement touchées parmi les forces soignantes. Parmi le personnel soignant. Alors de nouveau ici, on n'a pas les données pour la Suisse, on a plusieurs pays, mais à part l'Iran ici tout en haut, vous voyez que dans tous les pays, les cas parmi le personnel de santé étaient de façon prédominante chez les femmes. Et on sait en Suisse, 70% du personnel soignant, ce sont des femmes. Donc c'est elles qui ont été en première ligne, et pas uniquement parmi le personnel soignant, mais aussi dans toutes ces professions qui ont continué de travailler, notamment pendant la première vague, le semi-confinement, et qui ont été davantage exposés par le virus. Mais c'est un peu en contradiction parce que malgré tout, les hommes décèdent davantage de la pandémie. Maintenant, d'autres différences qu'on observe aussi, c'est des différences de comportement par rapport à cette période de pandémie. On sait notamment que les femmes ont une meilleure adhésion aux recommandations sanitaires, notamment les infections des mains et port du masque. Donc ça pourrait aussi expliquer qu'elles ont peut-être été moins sévèrement touchées, ou en tout cas quand la charge virale était peut-être moins importante et donc moins dangereuse. Ça, c'est une des pistes. On sait aussi que les hommes ont tendance à à moins consulter les urgences ou leurs médecins traitantes, et peut-être aussi, alors ça c'est une hypothèse, mais peut-être que dans ce contexte-là, les hommes ont plus tardé ou tardent plus à consulter, ce qui pourrait expliquer qu'ils soient aussi dans une santé moins bonne et qu'ils soient davantage hospitalisés. Ce qui est important en fait de relever par rapport à ces différences de comportement, c'est que là, on est dans des différences qui sont liées à des socialisations différentes entre les hommes et les femmes. Donc ce ne sont pas des différences innées ou naturelles, hein, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec nos anatomistes ou physiologistes qui mettaient ça sur le compte de différences naturelles. Là, c'est quelque chose de comportemental, c'est quelque chose de sociétal, et c'est intéressant parce qu'on peut agir là-dessus. Donc probablement qu'on peut aussi un peu influencer le mauvais, enfin aider à prévenir certaines choses, notamment avec des campagnes d'information qui feraient peut-être changer les comportements en santé. Un autre impact de la pandémie où on a des différences de genre, ce n'est pas l'impact sur la santé, mais c'est l'impact social, et ça c'est important de le mentionner aussi. On sait que les femmes ont été plus affectées par la perte d'emploi que les hommes, parce qu'elles sont plus majoritaires dans les postes précaires. Elles ont aussi été davantage impactées par les fermetures des écoles, et notamment plus en première ligne pour les soins formels aux enfants ou aux proches. Et puis, elles ont aussi eu leur opportunités de travail limitées, donc un impact économique plus important. Ce qu'on a aussi observé, et ça a été décrit notamment ici dans un article, dans une grande revue américaine, c'est une augmentation des violences domestiques, en particulier dans les pays qui ont observé un confinement strict, où on a vraiment vu une recrudescence de violences domestiques. Et de nouveau, c'est un petit peu ce que disait Joël tout à l'heure, hein, c'est des biais, des différences de genre qui étaient déjà existantes, mais ou des inégalités qui étaient déjà présentes, mais qui se sont un peu encore creusées pendant cette période de pandémie. Maintenant, si on s'intéresse au traitement, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la réponse au traitement ou aux vaccinations? Alors là, cette étude maintenant qui date, hein, quelque chose de septembre 2020, ça date un peu, mais c'est une étude qui avait regardé
mis ensemble toutes les études interventionnelles par rapport à l'infection par SARS-CoV-2. Donc, on n'est pas dans les vaccins, là, on est vraiment dans les traitements. Et sur à peu près 2500 études, seuls 17% mentionnaient le sexe comme critère d'inclusion et seuls 4% décrivaient des analyses en fonction du sexe et du genre. Donc, on comprend bien de nouveau qu'ici, on ne va pas pouvoir vraiment préciser ou comprendre si un traitement efficace, qui est reconnu comme efficace, l'est vraiment dans les deux groupes. Et puis, sur les 11 études originales publiées par rapport au traitement, alors là, on avait une bonne représentation des femmes, hein, presque 50%, mais aucune ne présentait de résultats désagrégés par sexe. Et c'est assez intéressant parce que maintenant, par rapport aux études sur le vaccin, on voit un peu la même chose. Par exemple, certaines études ont même davantage de femmes parce qu'elles ont recruté parmi le personnel soignant. Donc, on a presque plus de femmes qui participent aux essais cliniques. Par contre, dans les analyses, alors l'efficacité, on l'analyse maintenant par sexe et c'est une bonne chose, mais les effets secondaires, il faut vraiment aller contacter les auteurs pour avoir une liste des effets secondaires stratifiés par sexe. Donc, de nouveau, on a encore du travail, il faut le rappeler sans cesse, quelque chose qui semble pourtant, comme on l'a vu, assez simple et évident à faire. Donc, en fait, cet exemple de la Covid, il illustre cette difficulté de faire de la bonne médecine si on se base que sur un modèle. Et alors de nouveau, là, heureusement, on n'est pas dans ce cas de figure, mais c'est vrai que c'est important. Et là aussi, l'histoire nous l'a montré, en fait, que la médecine basée sur les preuves, elle l'est en fait pas vraiment si on se base sur les preuves que sur une catégorie ou un groupe de population. Là, vous voyez en fait des études, c'est de la recherche animale, et vous voyez en bleu les études qui ont inclus que des hommes, en rouge celles qui ont inclus que des femmes, enfin des sujets mâles ou des sujets femelles puisqu'on est dans la recherche animale, et en violet les études qui ont inclus les deux. Et vous voyez en fait que dans la grande majorité des études, en particulier si on regarde ici la pharmacologie ou tout en bas les maladies cardiovasculaires, ce sont principalement des hommes qui ont été inclus dans les essais cliniques. C'est peut-être juste la reproduction où on a une majorité de femmes. Et ceci, en fait, c'est quelque chose qui est connu. Et vous voyez ici dans cette éditorial du journal Nature qui date de 2010, donc ça date, mais cette importance d'inclure des femmes aussi dans les essais cliniques pour pouvoir avoir une médecine basée vraiment sur les preuves pour les deux sexes. Sans parler aussi, parce que là, effectivement, je reste très binaire, y compris pour les données que je vous ai montrées par rapport à la pandémie, mais c'est vrai aussi que quand on parle d'hommes et de femmes, en fait, on oublie toutes les personnes non binaires ou d'une autre diversité de genre. Et là aussi, je pense que c'est encore un travail en plus, mais de pouvoir aussi tenir compte de ces autres identités pour pouvoir aussi avoir des informations plus précises. Voilà, je finis avec 2 slides. On est encore dans les temps, je crois. Donc, juste voir un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté des chercheuses et chercheurs. Là, c'est intéressant aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a un gap qui est présent, qu'il y a moins de femmes en recherche que parmi les auteurs des articles scientifiques, en particulier les places prestigieuses d'un dernier auteur, on a peu, autrice, on a peu de femmes. Et là, on a vu en fait que cet écart s'est encore creusé un peu plus pendant la pandémie. De nouveau, hein, probablement lié aux occupations, les femmes étaient davantage en première ligne, que ce soit au niveau domestique, mais aussi au niveau clinique. C'est intéressant, parmi les médecins, les femmes ont été plus en première ligne. Et puis, les femmes ont été davantage impliquées dans la sphère domestique. Et de nouveau, en réponse à ces attentes culturelles qui restent malgré tout encore très genrées. Et puis, du côté des positions dirigeantes ou des task force, on voit aussi hein, que les femmes étaient malheureusement sont toujours sous-représentées parmi les expertes dans les médias, même si on salue quand même l'effort des médias pour essayer en tout cas d'y répondre. Les femmes sont sous-représentées dans les instances dirigeantes et décisionnelles et dans les task force. Pour l'histoire, la task force du canton de Vaud, il y a 2 expertes sur 10. Donc on a encore une inégalité et ça a une influence sur les décisions qui sont prises. Et je finirai par là justement où c'était un article du Guardian qui avait montré en fait que les pays qui étaient dirigés par des femmes avaient en fait
mieux répondu lors de la crise et de la pandémie. Vous voyez ici, en fait, ils ont essayé, alors, avec toutes les limitations qu'on peut avoir avec ce type d'études, mais ils ont essayé de comparer des pays plus ou moins similaires au niveau de la taille, au niveau du niveau socio-économique ou pas forcément de la géographie, comme vous voyez là. Et vous voyez qu'en fait, les pays qui étaient dirigés par des femmes, ici la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne ou le Bangladesh, avaient clairement une mortalité moins élevée que les pays dirigés par les hommes. Alors de nouveau là c'est un peu provocateur, mais c'est intéressant parce que probablement de nouveau que c'est pas naturellement que les femmes sont des meilleures dirigeantes, mais peut-être que socialement aussi, le fait d'avoir ce qui a été relevé, c'était une réponse plus rapide, davantage de consultation des experts, davantage d'écoute aussi, et en temps de crise, ça peut être un facteur, c'est en tout cas un facteur positif. Donc je finirai là-dessus, puisqu'on va poursuivre avec les questions un peu plus sociétales et politiques. Ça marche avec le... Mais je sais pas, parce que c'est un peu long. Donc pour cette dernière partie, je vous propose de regarder un peu quel est le contexte de la thématique de la santé et du genre dans le paysage politique suisse. Peut-être, s'il est nécessaire, je pose déjà le contexte où on voit qu'en Suisse, on a une distribution de la santé qui n'est pas égale entre les hommes et les femmes. On le voit ici à travers le graphique de l'espérance de vie à la naissance de 1981 à 2019, où on voit, c'est une chose qui est connue et qu'on retrouve dans la plupart des contextes dans le monde, où les femmes ont une espérance de vie à la naissance qui est plus élevée que celle des hommes. Mais par contre, ce qu'on peut voir ici dans ce graphique, et qui tend aussi à montrer que les explications sont plutôt à trouver du côté du genre social que des facteurs biologiques, en tout cas qu'il n'y a pas que dans le biologique qu'il y aurait des différences, parce qu'on voit que cet écart dans l'espérance de vie à la naissance diminue au fil des ans. Et aujourd'hui, on n'a plus que 4 années de différence d'espérance de vie à la naissance. Et donc, on voit par exemple que c'est plutôt les femmes à partir de 2010-2014 ont une espérance de vie qui augmente moins, en tout cas en moindre mesure comparément aux hommes. Donc on voit que c'est des évolutions notamment qui peuvent être liées à la prévention de la santé, autour du tabagisme par exemple. Enfin bref, on voit que ces choses-là bougent, que ce sont des distributions des prévalences qui bougent, et on le voit là à travers l'espérance de vie. Et on parle de paradoxe mortalité-morbidité des genres, parce que si les femmes vivent effectivement en moyenne plus longtemps que les hommes, on sait qu'elles vivent avec une qualité de vie et une qualité de santé qui est moins bonne. Et illustré dans ce tableau, donc toutes ces données-là viennent d'un rapport, le rapport santé et genre de l'Office fédéral de la statistique, qui est sorti en décembre 2020. Et puis on voit là dans le tableau à droite quelques indicateurs de qualité de vie, qualité de la santé, où on a comparé vraiment la grande catégorie des femmes tout ensemble et la catégorie des hommes, et on voit des différences. Par exemple, en proportion, plus de femmes rapportent à vivre au moins avec une maladie chronique, donc avec 10% de plus de femmes en comparaison aux hommes. Elles rapportent des difficultés à s'endormir, des insomnies qui sont beaucoup plus élevées que les hommes, un sentiment de solitude marqué qui est également plus grand que celui des hommes, et puis juste en dessous, vous pouvez aussi voir la dépression modérée à grave, qui est plus fréquemment, en tout cas, déclarée par des femmes que par des hommes. Donc tout ça juste pour brosser le paysage de la distribution de la santé ou de la maladie n'est pas égale entre les femmes et les hommes en Suisse. Et puis sans entrer dans les détails de nouveau, juste un autre graphique pour, si vous n'étiez pas, pour asseoir encore ce propos. On voit ici les troubles physiques rapportés par les femmes et les hommes, et les femmes en orange. On voit que pour les maux de ventre, maux de tête, douleurs des épaules, nuque et bras, ou les maux de dos et reins, les femmes rapportent beaucoup plus de douleurs que les hommes. De nouveau, c'est des grands groupes, et on sait qu'à l'intérieur de ces groupes, on va voir des différences. Les hommes, la catégorie des hommes n'est pas une catégorie homogène, ni celle des femmes, et puis on peut voir à travers une approche intersectionnelle que le niveau socio-économique a aussi une influence et va faire bouger ces grandes moyennes. Mais en tout cas, on peut parler d'une distribution inégale de la santé entre les femmes et les hommes. Et ce qui est intéressant de savoir un peu pour brosser ce contexte politique par rapport à ce que je disais tout à l'heure avec le développement de médecine et genre, c'est que ces données, on les connaît depuis les années 80,
Et à la fin des années 80, il y a un rapport genre et santé tel que celui dont je viens de parler qui était déjà sorti. Et suite à ce rapport, l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique, qu'on connaît toutes et tous très bien maintenant, avait mis en place un bureau pour travailler spécifiquement sur la question de la santé. Et ce bureau était mis en place en 2000 et avait un financement pour pouvoir faire des activités de recherche ou des actions de prévention. Donc vraiment, le genre est devenu une thématique à traiter pour l'OFSP. Et puis, à peu près en 2012, on n'est pas très sûr de cette date, le bureau a été plus ou moins dissous, et puis dissous, et en tout cas, il était englobé dans une thématique plus large, qui est la thématique de la diversité et de l'égalité des chances. Dans une perspective intersectionnelle, de savoir que les inégalités ne sont pas que dues au genre, elles sont aussi dues au statut socio-économique, au parcours migratoire, à l'origine ethnique, donc et à l'âge aussi, par exemple. Donc, cette thématique du genre était englobée dans la thématique plus large. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette thématique diversité, égalité des chances, s'est principalement focalisée sur la classe sociale et le parcours migratoire en Suisse. Et le genre est vraiment passé au deuxième plan, voire a plus ou moins disparu. Et c'est quelque chose qu'on voit dans cette politique de la santé. Donc, tous les 10 ans, le Conseil fédéral produit un rapport où il établit les stratégies pour la santé pour la décennie. Et dans la politique de santé 2020, qui est sortie en 2013, en fait, le mot genre n'apparaît pas, le mot sexe n'apparaît pas, le mot femme n'apparaît pas, le mot homme n'apparaît pas. La population suisse est une population générale qui n'est en tout cas pas caractérisée par rapport au genre. Donc le genre a disparu de cette politique de la santé. Et puis, de cette politique de la santé découlent des stratégies nationales pour des problématiques de santé spécifiques. Donc, par exemple, il y a la stratégie nationale en matière de démence qui est donc posée pour 2014-2019, la stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles ou encore la stratégie nationale des addictions. Donc, ça, c'est vraiment des stratégies qui découlent de cette politique. Et puis, pour vous donner un exemple, dans la stratégie nationale de prévention des maladies non transmissibles, il y a ce schéma qu'on voit à gauche, qui est ce fameux schéma des déterminants sociaux de la santé, où on voit l'individu au centre qui a des caractéristiques génétiques, un âge et un sexe, donc des caractéristiques biologiques. Et puis, autour de lui, il y a ces couches de son environnement social, son environnement naturel, et il y a le comportement individuel des individus. Il y a l'environnement social, les conditions de vie et de travail, les conditions sociales, économiques, environnementales et culturelles. Donc ce modèle des déterminants sociaux de la santé, c'est une façon d'illustrer comment ce que l'environnement social module la santé des individus. Et en fait, dans cette stratégie nationale des maladies non transmissibles, il y a à un endroit ce schéma-là qui montre les déterminants, mais en fait, à la lecture du document, on voit que tout est vraiment axé sur le comportement individuel. Et tout comme dans la politique 2020 et dans ces stratégies-là, en fait, la santé des individus, elle est principalement axée sur la responsabilité individuelle d'avoir tel mode de vie qui découle sur telle problématique de santé. Donc on voit en tout cas dans cette stratégie que les aspects plus structuraux des inégalités ne sont clairement pas mis en avant. Et à titre d'exemple, il y a un moment donné où on parle des maladies cardiovasculaires, il est écrit « Les décès dus à ces maladies cardiovasculaires sont plus fréquents de 20% chez les femmes que chez les hommes. La mortalité due à ces maladies est en baisse et ce recul est plus marqué chez les hommes que chez les femmes. Les hommes sont plus fréquemment hospitalisés pour une maladie cardiovasculaire que les femmes. » Et c'est une des informations qui est donnée dans cette stratégie, mais il n'y a aucune explication de pourquoi, comment, à quoi donc sont dues ces différences et surtout aucune piste de si ces différences sont, si ces inégalités sont modifiables et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réduire des décès qui sont plus fréquents chez les femmes que chez les hommes. Donc il y a vraiment très peu de pistes d'explication. Donc voilà, un genre qui est vraiment relayé un peu au deuxième plan. Et puis, sans faire de lien de causalité, mais en tout cas dans l'échelle temporelle, suite à cette politique 2020 et ces stratégies, il y a le mouvement MeToo. Il y a en Suisse la grève du 14 juin 2019. Et puis, un peu dans cette foulée-là, il y a des 4 motions et interpellations qui sont déposées au Parlement suisse. Donc, une motion au moment de Sera, la recherche et la médecine sont-elles androcentrées ? Une sur la santé des femmes pour une meilleure prise en compte de leurs spécificités.
Encore une motion, un postulat pardon, sur le domaine de la santé, mettre les lunettes de l'égalité. Et puis, une dernière motion, intégrer le genre dans la formation et la recherche médicale. Donc là, on voit en fait qu'il y a avec cette vague de mouvements féministes et de revendications de la société civile, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau politique où la thématique genre et santé est remise sur la table. Et puis effectivement, dans la nouvelle politique de la santé, donc la politique actuelle pour 2020-2030, non seulement le genre réapparaît, mais tout cet aspect des déterminants sociaux un peu plus structurels revient effectivement dans cette politique. On peut y lire par exemple que si l'on veut établir une politique de la santé globale et garantir une vie saine à la population suisse, il convient donc de mettre l'accent sur les facteurs extérieurs au système de santé. Donc on est dans ces différentes couches des déterminants sociaux. Et puis plus loin dans la politique, on parle de l'évolution démographique et sociale en Suisse en lien avec les changements structurels de la société qui s'observent au niveau de la composition des ménages et de la parentalité, de l'encadrement extrascolaire, de la formation et du temps partiel. Et on y lit par rapport à ces développements qu'ils peuvent avoir un impact positif ou négatif sur la santé de la population et sur la prise en charge des patientes et des patients par leurs proches. Comme jusqu'ici, les femmes fournissaient la majorité du travail de soins non payé, malgré une participation croissante à la vie active, cette situation peut avoir des répercussions sur leur santé. Donc on voit vraiment là que dans cette politique actuelle, le genre est de nouveau présent et comme un facteur créant des inégalités sociales qui ont des répercussions sur la santé des femmes et des hommes. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et puis de nouveau, alors, on revient un peu à Lausanne et on voit aussi que, je voulais montrer qu'à Lausanne, on a aussi ce mouvement de société civile où en 2018, des étudiantes de médecine à l'école de médecine de Lausanne affichent leur ras-le-bol de comportements sexistes pendant les stages. Elles vont récolter des témoignages auprès de leurs camarades de volley. Elles récoltent une 60aine de témoignages et avec ça, elles vont voir la direction du CHUV, la direction le décanat de la faculté de biologie et de médecine. Et puis là, il y a une réponse qui est mise en place. Donc, il y a une campagne de sensibilisation qui est mise en place. Et donc, ces témoignages qui ont été récoltés ont été faits par des étudiantes qui se sont ensuite consolidées en collectif CLASH, collectif de lutte contre les attitudes sexistes en milieu hospitalier. Donc on voit là qu'il y a des choses qui se passent et qui rentrent dans les institutions où la direction du CHUV prend des mesures, la faculté réagit aussi. Et puis, à Lausanne, donc avec Carole, on co-dirige cette unité médecine et genre. Depuis 2011, il y a un enseignement médecine et genre qui existe avec une faculté qui met à disposition des moyens financiers pour pouvoir faire un enseignement médecine et genre auprès des étudiantes et des étudiants de médecine. Et si ça date de 2011, en fait, c'est en 2017 que l'école de médecine a mis en place une commission médecine et genre, donc on voit une institutionnalisation de cette thématique. Et puis en 2019, où Unisanté, là où on travaille, on a pu créer une unité médecine et genre où on se focalise principalement sur des activités de recherche sur la thématique médecine et genre et des activités d'enseignement auprès des étudiantes et des étudiants de l'école de médecine. Et pour donner deux exemples, on a pu aller rencontrer des collègues de chirurgie viscérale pour discuter avec eux et de voir comment est-ce qu'on pourrait, là c'est un article qui a été publié dans la revue médicale suisse, comment est-ce qu'on pourrait comprendre et essayer de mieux qualifier des spécificités de prise en charge de l'hernie inguinofémorale chez les femmes. Donc on voit qu'il y a un intérêt à entrer dans des aspects de recherche sur ces questions médecine et genre. Et puis, par rapport à l'enseignement, on propose aux étudiantes et aux étudiants de l'école de médecine d'avoir une pratique réflexive sur les biais de genre qui s'insèrent dans la pratique clinique, donc les potentiels stéréotypes qu'on peut avoir dans la prise en charge des patientes et des patients, qui ont une influence sur leur prise en charge et donc sur leur santé. Et on remarque que de la part des étudiantes et des étudiants, il y a vraiment une très bonne volonté, une motivation à entrer dans ces questions, à déconstruire des stéréotypes, des biais qu'on peut avoir dans la pratique clinique, et vraiment une réception très positive de ces propositions. Et pour finir sur cette slide où on voit des belles vagues, on voulait finir un peu sur une question. Est-ce qu'on est effectivement dans une troisième vague de féminisme?
on a le sentiment un peu à travers nos activités que voilà, on a un peu ce vent en poupe, il y a une force politique, il y a la société civile qui pousse pour plus d'égalité, pour une réduction des biais ou des inégalités. Et puis la question c'est, si on est dans une 13e vague, est-ce qu'on est en haut de la vague et est-ce qu'on risque ce qui s'est passé dans les années 2010 où le genre réapparaît, ou comment est-ce qu'on va arriver à garder cette vague au top pour pouvoir continuer à lutter contre ces inégalités. Donc, on va terminer ici en vous remerciant pour votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement intéressante, très riche, dense. J'invite les personnes qui participent à poser des questions. Pour le moment, je ne vois pas de questions apparaître sur le chat. Peut-être pour commencer, je vais essayer de lancer une ou deux questions. Vous avez parlé des préjugés dans la prise en charge. Donc, il y a effectivement une attitude de la part, j'imagine, du corps médical d'aborder des patients selon qu'ils sont hommes ou femmes, avec des projections sur ce qu'ils ressentent, sur ce dont ils peuvent souffrir, notamment par rapport à la question de la douleur. J'ai pu dire qu'il y avait quand même une interprétation très différente de la douleur, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Et il me semble que c'est un thème extrêmement paradoxal, parce que d'un certain point de vue, on considère que les femmes sont plus résistantes à la douleur, et en même temps, on considère qu'elles se plaignent plus facilement. Enfin, il me semble que c'est quelque chose d'assez incohérent qui, finalement, exprime assez bien le caractère extrêmement irrationnel et peu scientifique, finalement, de cette approche. Oui. Alors, c'est une excellente question, puis ça tombe assez bien parce que ce matin, j'ai donné un cours sur la douleur et le genre aux étudiants de médecine de première de master, donc de 4e. Et effectivement, en fait, c'est ce qu'on voit. Il y a des différences de prise en charge. Et ça, on le constate. Alors, il y a pas mal d'études qui ont plutôt été faites en Amérique du Nord, mais où effectivement, on voit que si vous êtes une femme et que vous allez aux urgences avec des douleurs abdominales, vous allez attendre plus longtemps avant de recevoir un traitement. Et quand vous recevez un traitement, vous allez avoir un traitement moins fort. J'espère que vous nous entendez. Ouais, donc, je reprends peut-être pour répondre à la question. Donc, est-ce que le traitement de la douleur, qui je pense illustre vraiment très bien ces biais de genre, donc, on voit que si on est une femme, on reçoit moins d'antidouleurs, on les reçoit plus tardivement, et on reçoit aussi un peu plus d'anxiolytiques. Donc, on va plus attribuer la douleur à quelque chose, une angoisse ou justement une surmanifestation. Or, en fait, on sait, et ça c'est basé sur pas mal de modèles cliniques, en fait, que les hommes ont une sensibilité plus importante à la douleur. Donc, en fait, elles vont avoir plus rapidement ressentir une douleur quand elles sont soumises à un stimulus douloureux. Donc, les femmes, pardon. Donc, j'ai dit les hommes, pardon. Les femmes ont une sensibilité plus importante. Donc, contrairement justement à ce qu'on pense, qu'on croit, en fait, alors de nouveau, il y a des explications très complexes, évolutionnistes ou aussi physiologiques, immunologiques, mais on constate en tout cas qu'il y a cette sensibilité plus importante. Donc on voit effectivement que c'est incohérent, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire maintenant avec typiquement l'enseignement que je donnais ce matin, c'est de rendre attentifs les étudiants. Alors ici c'était les étudiants en médecine, les étudiantes en médecine, mais je pense que ça doit s'appliquer à tous les soignants et toutes les soignantes, d'essayer de rendre attentifs les personnes par rapport à ces stéréotypes pour pouvoir en fait les prévenir, parce que c'est un vrai problème et effectivement, en s'y intéressant pas, si on ne mesure pas ça, on ne va jamais vraiment se rendre compte. Par contre, les patientes nous disent assez clairement, j'ai pas l'impression d'être prise au sérieux, où on va un peu marchander quand on arrive aux urgences, on doit déclarer sa douleur entre 0, pas de douleur, et 10, une douleur insupportable. Et il y a une tendance un peu à renégocier ce que disent les patientes et les patients. Donc je pense que c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un point très important
de pouvoir décortiquer ça et sensibiliser les étudiants. Peut-être si je peux ajouter quelque chose, on travaille à l'école de médecine, on travaille sur ces questions de biais de genre à travers un enseignement justement où les étudiants qui sont dans la clinique, on leur propose de nous présenter des cas cliniques qu'ils ont rencontrés pendant la semaine et puis on leur demande après nous avoir expliqué leur cas clinique, comment est-ce qu'il a été pris en charge avec l'anamnèse, quel diagnostic différentiel on pose, etc., de se reposer la question, est-ce que le déroulement aurait été le même si le patient avait été une patiente ou l'inverse, ce qui nous permet d'essayer de réfléchir à des potentiels biais implicites, inconscients dans la prise en charge, notamment dans les questions qu'on pose à l'anamnèse. Peut-être un des biais qu'on voit souvent, c'est qu'on a tendance à poser des questions liées au travail chez les patients hommes et à la responsabilité à la maison ou le fait d'avoir des enfants. Si on investigue des choses liées au stress, de poser plutôt des questions liées à la sphère domestique aux femmes, c'est vraiment des biais implicites qu'on a un peu tous et puis qui peuvent sortir pendant des consultations. Donc on essaye de faire ce travail un peu de déconstruction, d'identifier les biais et puis ensuite de les déconstruire voilà, dans cette perspective que il y a la posture du médecin ou de la médecin neutre qui est un peu parfois en contradiction avec des subjectivités que tout le monde a, puis on essaye de travailler sur cette subjectivité-là et de savoir comment travailler avec la subjectivité. Oui, donc je ne sais pas s'il y a un problème d'ordre technique parce que les questions n'arrivent pas sur le chat. Donc, je suis désolée, pour le moment, je continue à dialoguer avec les conférencières, mais j'espère que le problème va se résoudre. Vous parlez des étudiants, alors forcément c'est presque au niveau des études qu'il faut, des étudiants, des futurs médecins qu'il faut travailler. Mais qu'en est-il du corps médical en place? Est-ce que j'imagine que les réactions sont extrêmement différenciées en fonction de peut-être des spécialisations, des générations, voire des genres, mais j'imagine que tout le corps médical n'accueille pas à bras ouverts cette approche nouvelle, on va dire. Je peux avancer dessus. C'est vrai que on parlait en fait de nouveau par rapport à l'exposition, on parlait du féminisme qui était presque un gros mot, en tout cas pour certaines personnes, qui s'est un peu démocratisé. Et c'est vrai que quand on parle de genre en médecine, ça évolue, je pense que c'est en train d'évoluer, mais ça reste quand même un peu compliqué. Au tout début, c'était vraiment, ah oui, bien sûr, le genre, il n'y a pas assez de femmes dans les positions de professeurs, donc c'était vraiment limité à la place des femmes en médecine comme médecins et professeurs. Donc après, il a fallu expliquer que oui, ça c'est aussi du genre, bien sûr, mais nous, on s'intéresse en l'occurrence ici aux soins aux patients. Enfin, oui, bien sûr, la santé des femmes, la santé gynécologique, là, il faut Donc, c'est vrai qu'on doit beaucoup expliquer, et c'est vrai aussi que, de nouveau, on a vu, par exemple, l'exemple de la chirurgie, c'était assez intéressant parce qu'on a vraiment réussi à susciter la curiosité et on aborde. Alors, c'est un peu une technique d'approche, mais c'est vrai qu'on avance en fait avec des données très factuelles. Vraiment, typiquement l'exemple de la Covid, où donc on montre vraiment des données. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, c'est un exemple très connu. Hein, on voit qu'il y a davantage de femmes qui décèdent de maladies cardiovasculaires. Voilà, c'est concret, c'est là, et on part de là pour pouvoir essayer d'expliquer ensuite comment ça se passe, où ça se joue. Et généralement, on arrive à avancer comme ça, mais oui, il y a des réticences. On a été bien aidé parce qu'en fait, tout le système d'enseignement de toutes les universités de médecine de Suisse ont revu en fait leur catalogue des objectifs d'apprentissage. Et en fait, grâce notamment au président du groupe de travail qui définissait ces nouveaux objectifs, qui je crois est parmi nous, on a pu en fait inscrire des objectifs en lien avec cette thématique dans ce catalogue des objectifs. Donc, tous les médecins et les médecines, j'ai envie de dire, à la fin de leurs études, enfin les futurs, doivent doivent connaître ces différences, doivent pouvoir les interpréter. Donc ça nous aide aussi beaucoup parce qu'on arrive avec une légitimité.
Donc voilà, mais ça reste quand même, voilà, et comme disait Joël, hein, des fois on a des petites victoires et puis tout à coup, bam, on retourne en arrière parce que ça dérange et puis parce qu'effectivement, quand on parle de genre, on parle forcément de rapports de pouvoir, on parle forcément d'histoire, d'une supériorité d'un groupe par rapport à l'autre, on re-questionne pas mal de choses et c'est vrai que ça peut gêner. Donc voilà, mais j'ai l'impression qu'on avance progressivement et qu'on a justement été beaucoup aidé par ce mouvement aussi récent, le mouvement MeToo, et aussi par les étudiantes et les étudiants qui, eux, vraiment amènent cette thématique. Donc il y a j'arrête après, mais il y a des enseignants qui se font challenger, quoi, et qui, quand ils disent des bêtises, c'est les étudiants qui vont leur dire non mais là, ce que vous avez dit, c'est sexiste ou ça ne tient pas compte de la réalité. Donc c'est assez intéressant aussi. Oui, donc il y a une petite révolution peut-être. Je crois que maintenant, oui, les questions sont enfin lisibles sur le chat. Est-ce qu'il y a des raisons médicales, physiologiques, hormonales ou autres qui poussent à privilégier les hommes mâles dans les études? Enfin, les hommes, pardon, / mâles dans les études. Alors, les raisons qui sont évoquées, ou en tout cas qui ont prévalu, c'est d'une part quand même le risque pour les sujets féminins d'études, c'est de tomber enceinte. Donc c'est vrai que quand il y a notamment eu toute une série de catastrophes avec des effets secondaires tératogènes de certains médicaments. Donc c'est vrai que ça, c'est une cause qui est importante, qui est réelle, mais de nouveau qui peut être contrée si on même des femmes, si on inclut les femmes en âge de procréer, mais qu'elles sont protégées, qu'il n'y a pas de risque de grossesse, on peut faire des études médicamenteuses. Mais c'est vrai que c'est une des raisons. L'autre raison qui est souvent évoquée, c'est le fait qu'il y ait des fluctuations hormonales. C'est vrai qu'il y a des fluctuations notamment des œstrogènes et des progestérone qui sont plus importantes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont absentes chez les hommes, mais elles sont plus importantes chez les femmes. Donc une sorte de solution de facilité. Et puis souvent aussi, ce qui est évoqué par les chercheurs et les chercheuses, c'est que en fait, si on veut comparer les différents hommes-femmes, en fait, ça demande un échantillon plus important. Et ça demande aussi des ressources, notamment financières, plus importantes. Et là aussi, il y a un groupe d'expertes et d'experts, notamment au niveau de la Commission européenne pour la recherche, qui essaye de montrer qu'en fait, avec des outils méthodologiques statistiques, on arrive à pouvoir justement comparer sans augmenter les échantillons de façon trop importante, que les fluctuations hormonales, elles sont aussi présentes chez les hommes, donc c'est même plutôt intéressant d'en tenir compte. Et puis, voilà, on avance comme ça, et il y a vraiment des instances, notamment aux États-Unis, en Europe aussi maintenant, les instances de recherche qui exigent qu'une proportion de femmes soit inclue dans les études. Ce n'est pas le cas malheureusement encore en Suisse, mais je pense qu'avec ça, on avance aussi gentiment. Il y a beaucoup de questions. Donc, voilà, donc quelqu'un pose la question suivante. En tant que patiente, si je sens que ma prise en charge est soumise à des biais de genre, qu'est-ce que je pourrais dire au personnel soignant qu'il s'adapte? Je dirais comme ça spontanément que alors, de ce qu'on enseigne, on a un cours sur la prévention du sexisme et du harcèlement sexuel. Et ce qu'on enseigne, c'est un cours qui est adressé aux étudiantes, aux étudiants. Et ce qu'on enseigne dans ce cours, c'est qu'il y a plusieurs réactions qui sont possibles. Et on essaie de départager les réactions à chaud et les réactions à froid. À savoir que parfois, c'est bien de réagir à chaud. Et puis, parfois, quand on est peut-être pas dans justement, si on arrive avec un problème de santé et qu'on n'est pas bien et qu'on n'est pas... on n'est pas venu non plus pour faire de la prévention du sexisme, on n'est pas venu se battre contre ça, peut-être que ce n'est pas nécessaire de réagir à chaud, enfin ce n'est pas possible toujours de réagir à chaud, et peut-être qu'une réaction peut être envisagée plus tard,
En principe, dans les hôpitaux, au CHUV par exemple, il existe des instances de médiation, ou pas forcément de médiation, mais comment dire, des espaces d'écoute. En fait, il y a l'espace patient proche au CHUV par exemple qui reçoit ce genre de problématiques. Donc, enfin, je n'ai pas une réponse toute faite, mais a priori, il y a des réponses à chaud qui sont possibles avec juste ceci n'est pas approprié ou des choses comme ça. Si on a le sentiment de ne pas être bien pris en charge, on peut peut-être rentrer dans une discussion avec le soignant ou la soignante. Et parfois, ce n'est pas possible parce qu'on n'en a pas l'envie, parce qu'on n'est pas dans une position de force. Et puis, il y a la possibilité peut-être de réagir justement plus tard à travers ces instances-là. J'espère que ça répond un peu à la question. Une autre question, peut-être plus pour le médecin. Est-ce qu'il y a des maladies où les symptômes sont différents pour les hommes et les femmes, comme par exemple l'infarctus du myocarde, peut-être d'autres maladies? C'est vrai que l'exemple classique, c'est l'infarctus du myocarde, où en fait, de nouveau, on a étudié cette maladie d'abord chez les hommes, parce que c'est aussi eux qui étaient davantage touchés par les maladies cardiovasculaires, et on a décrit les symptômes typiques de l'infarctus sur la norme masculine. Donc typique, c'est la douleur dans la poitrine, qui varie dans la mâchoire, dans l'épaule gauche. Je vous fais un petit cours de prévention au passage. Et en fait, ce qu'on a réalisé, en s'intéressant aux femmes un peu plus tard, c'est qu'en fait, alors de nouveau, les femmes présentent aussi des symptômes typiques, mais qu'on a davantage de femmes qui vont présenter, les symptômes atypiques sont plus prévalents chez les femmes. Atypiques, peut-être faudrait changer le terme. Et effectivement, que les femmes peuvent présenter des symptômes moins francs, avec une sensation de malaise, une douleur qui est peut-être plutôt dorsale. Ça dépend aussi du type d'infarctus. Et en fait, c'est là où il y a vraiment un retard et on est en train d'essayer de rattraper. C'est justement d'essayer de mieux étudier ces symptômes pour pouvoir mieux les décrire et surtout mieux les reconnaître. Parce que ce qu'on voit, en fait, c'est que ce retard de connaissance des symptômes, il a un impact sur la mortalité et il est présent chez les soignants, donc qui vont mettre plus de temps à poser le diagnostic, mais aussi chez les patientes qui vont elles aussi attendre un peu plus avant d'activer les urgences, avant de consulter, parce qu'elles vont elles aussi mettre ça sur le compte d'angoisse, de fatigue ou autre. Un autre exemple qui est assez intéressant et où on voit aussi que, alors là, à l'inverse, les symptômes ont été plutôt décrits sur un modèle féminin, c'est la dépression, où les symptômes de dépression plutôt typiques sont des symptômes qu'on va davantage voir chez les femmes et où en fait, alors de nouveau, c'est pas noir-blanc, c'est toujours assez compliqué, mais on peut passer beaucoup plus facilement à côté d'une dépression ou d'un trouble anxieux chez les hommes qui peut se manifester différemment. Donc là aussi, on doit un peu rattraper les choses en sensibilisant les étudiants, les étudiantes et en avançant aussi avec la recherche, simplement, ou avec la clinique, simplement en observant et en étant conscient que là, peut-être, ces symptômes qui ne sont pas typiques d'une dépression, en fait, peuvent parler pour ça chez un homme aussi. Vous avez présenté des tableaux dans lesquels on voit que les hommes sont plus souvent des sujets d'essais cliniques. Est-ce que cela n'induit pas un biais dans le sens où les essais seront davantage axés sur des maladies d'hommes? Notamment, on connaît bien le cas de l'endométriose, encore très peu connu des professionnels. Je prends le micro. Ah oui, c'est juste, effectivement, les hommes qui font la recherche, c'est pas, je pense qu'il y a les sujets, mais c'est vrai que les maladies plus classiquement féminines, comme l'endométriose, c'est vraiment un exemple très parlant, où on a très peu de recherche encore qui est effectuée. Et dans le domaine de la gynécologie, on le voit aussi, par exemple, par rapport à l'anatomie, où les planches d'anatomie sont nettement moins complètes. Et encore, à l'époque où moi j'ai appris la médecine, donc il y a quand même pas mal d'années, mais je ne vous dirai pas combien, mais vraiment on a beaucoup moins de détails et une anatomie féminine qui est beaucoup moins décrite, beaucoup moins explorée, comme la sexualité aussi. Donc effectivement, il y a une sorte de désintérêt pour certaines pathologies, ou voire même pour l'anatomie féminine.
Et là aussi, il y a encore du boulot pour rattraper ça. Et effectivement, les personnes malheureusement qui souffrent de ce type de maladie probablement pourraient mériter de meilleures prises en charge et de meilleurs traitements si on pouvait justement être davantage pointu et faire davantage de recherche aussi dans ces domaines. Il y a des études qui décrivent aussi justement ces biais de genre dans le choix des sujets de recherche, la façon dont on s'intéresse, la façon dont on conçoit ce qu'on ne sait pas. L'inconnu peut être genré lui-même, qu'est-ce qu'on a besoin de mieux savoir, de mieux comprendre, et puis des biais de genre dans la sélection des projets qui vont recevoir des financements pour une recherche. Là, c'est des choses qui sont aussi documentées, où on voit vraiment des biais de genre vraiment à tous ces niveaux-là. Et par rapport aux praticiens, parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de femmes dans le corps médical, maintenant je crois qu'il y a une majorité de femmes parmi les étudiantes. Est-ce que vous diriez que les femmes, en tout cas les médecins déjà établis, les femmes médecins reproduisent autant les biais de genre, qui sont forcément sous intention, ou bien il y a quand même une différence? Oui, c'est vrai que la démographie médicale, elle a vraiment beaucoup bougé. Maintenant, on a plus de 60% d'étudiantes femmes sur les bancs des écoles de médecine. Donc ça effectivement, ça fait aussi avancer. On voit vraiment très concrètement ce qu'on disait avant, des étudiantes qui... Alors, les étudiants aussi, mais là, en l'occurrence, c'est quand même plus souvent des étudiantes qui challenge, qui posent des questions, qui disent « non, là, ça va pas, c'est du sexisme, c'est des situations qui vont pas ». Mais par contre, en fait, ce qu'on voit... Alors, le premier constat, c'est qu'en fait, plus on monte dans la hiérarchie médicale, plus les femmes disparaissent. Donc, ce fameux plafond de verre, paroi de verre, on voit vraiment que parmi les femmes, parmi les professeurs à la faculté de biologie et de médecine, on a 30% de femmes, et encore, si on regarde vraiment les professeurs ordinaires, stabilisés, elles sont encore moins nombreuses. Donc il y a un problème parce qu'il ne suffit pas d'avoir plus de femmes, parce qu'après, dans les postes dirigeants et parmi les décideurs, elles sont peu nombreuses. Et puis, ce qu'on a vu aussi, alors ça, c'était une étude qu'on avait faite parmi des généralistes, ça date un petit peu maintenant, on avait fait ça parmi des généralistes de la région lausannoise, du canton de Vaud, où on avait justement essayé de comprendre s'il y avait des différences de prise en charge par rapport aux patients qui venaient justement avec des douleurs dans la poitrine en milieu ambulatoire, donc ce n'était pas aux urgences. Et on a vu qu'effectivement, de façon vraiment très très marquée, les hommes étaient envoyés davantage chez un ou une cardiologue, avaient davantage d'examens, mais quand on regardait s'il y avait des différences en fonction du sexe du médecin, il n'y avait pas de différence. Donc ces stéréotypes, quelque part, ils sont pas, en tout cas peu influencés par le sexe des médecins, de nouveau parce qu'on imagine bien que ce qu'on apprend sur les bancs de la faculté, on l'intègre assez fortement, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc, c'est pas vrai pour tout, parce que par exemple pour la douleur, ce qu'on a vu, on parlait tout à l'heure de la douleur, on a quand même des données qui suggèrent que les femmes traiteraient un peu différemment les patientes et les patients, mais typiquement pour les maladies cardiovasculaires, là en l'occurrence, on voit qu'il ne suffit pas d'être une femme pour être protégée des stéréotypes, en fait, qu'on les intègre aussi. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille vraiment maintenant avec les étudiants. Et je pense qu'il faut travailler aussi avec les soignants. Ça, c'est vrai que vous le mentionnez tout à l'heure. On essaye aussi un peu de faire de la formation continue, de mettre cette thématique à l'agenda des congrès de recherche de médecine plus large. Mais c'est vrai que, voilà, malheureusement, ça ne protège pas. Peut-être la dernière question, même si elle a peut-être été un petit peu en partie traitée. Peut-être est-ce déjà le cas, mais ne devrait-on pas plus et mieux intégrer les hommes dans toutes les commissions et institutions s'interrogeant sur l'inégalité de genre en médecine? Il faut que les hommes se mouillent. Souvent, il y a mission de genre. S'interrogeant sur l'inégalité. Ah oui, oui. Réfléchissent autour de oui,
Ça facilite effectivement la tâche d'avoir des alliés qui peuvent aussi porter cette cause, notamment pour aller sensibiliser leurs pairs, parce qu'on sait que dans à peu près tous les milieux, la sensibilisation par les pairs fonctionne très bien. Oui, parce que et aussi, dans une perspective d'avoir des hommes peut-être avec d'autres, des hommes avec d'autres, en tout cas des catégories de diversité un peu plus larges qui nous permettent. Alors la façon dont on aborde les choses pour l'instant est assez binaire, et puis idéalement ce qu'on aimerait pouvoir aussi introduire, c'est de la diversité et dans la catégorie des femmes et dans la catégorie des hommes, et puis amener une diversité permet en tout cas de déconstruire beaucoup de choses. Et de faire avancer les choses, oui. Pour compléter la commission médecine et genre dont a parlé Joël, qui a été créée en 2018 à la faculté de biologie et de médecine, on a à peu près 50% d'hommes, 50% de femmes. Et c'est vrai que typiquement, je pense que ça aide pour aller en chirurgie viscérale, convaincre qu'il faut intégrer le genre. Donc c'est vrai que c'est important. Et on voit aussi, je pense particulièrement aux étudiantes et aux étudiants, quand on parle de ces questions de genre, ça touche aussi clairement les étudiants. Et de nouveau, on voit les normes masculines, on parle des normes masculines toxiques, les hommes en souffrent aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on peut travailler ensemble et on essaye de le faire. On voit aussi, par exemple, nous, dans notre équipe, on est principalement une équipe féminine, mais on voit que là, voilà, on a un étudiant de master qui est homme, donc ça commence à venir, mais c'est vrai que dans les études genre, voilà, il y a une majorité de femmes, et typiquement là, on a construit aussi un réseau suisse qui s'intéresse justement aux questions de genre en médecine, et on a quelques hommes, mais ils sont minoritaires, mais on les accueille avec plaisir. Très bien, merci. En tout cas, beaucoup de messages voulaient des remerciements pour cette conférence tout à fait intéressante. Donc, avant de clore cette soirée, j'aimerais juste rappeler les prochains rendez-vous. Alors, selon le programme, je précise bien, selon le programme, il est prévu qu'une table ronde soit organisée la semaine prochaine, jeudi 25 mars, qui réunira des jeunes, des étudiants, de garçons, de filles. Une table ronde modérée par un professeur de gymnase, qui est l'ancien professeur de gymnase de ses étudiants, Marc Vaucher. Le thème traité sera « Genre et société, la vision des étudiants ». Il est prévu que cela ait lieu en présentiel dans la salle du conseil communal de l'hôtel de ville de Lausanne, pour autant que cela soit possible. Donc cela reste encore sous réserve, à vrai dire, et donc je vous invite à aller vous renseigner sur le site du musée pour vous assurer que cette table ronde aura bien lieu. Si nous sommes de l'obligation de l'annuler, nous tâcherons de la reporter et de l'organiser tout de même à la fin du printemps, donc avant la fin de l'exposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence. Je remercie également les conférencières et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup.